Et coucou les petits michous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'update lecture du mois de septembre. Alors vous avez peut-être été mal habitués parce que cet été j'ai beaucoup lu, mais depuis la rentrée littéraire le rythme il est un petit peu redescendu parce que c'est logique, les maisons d'édition sont de retour et donc j'ai plus de boulot, soit moins de temps de lecture. J'ai malgré tout réussi à lire du coup 7 livres au total. Il y a des collabs, des services de presse, des lectures plaisir, des collabs à venir dont pour le moment vous ne savez absolument rien, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Le roman qui faisait donc partie de mes achats et qui était dans ma pile à lire depuis pas si longtemps parce que je l'ai trouvé d'occasion. Il s'agit d'un vieux titre de dystopie, soit Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer aux éditions du livre de poche. On dirait pas comme ça, mais croyez-moi, c'est une petite briquette des familles. Je l'ai écoutée, donc j'ai pris la version audio qui était disponible sur Nextory. Si vous le souhaitez, vous avez un petit lien magique en barre d'informations pour avoir 45 jours gratuits d'essai de l'application, tout comme il est disponible également sur Audiolib. Et pareil, vous avez un petit lien avec un mois d'essai gratuit et 2 crédits offerts si vous avez Amazon Prime. En tout cas, si je peux vous conseiller peut-être plus Audiolib parce que c'est un audio qui fait presque 30 heures d'écoute. Et Nextory, ça ne fonctionne pas en nombre d'audio mais en heures d'écoute. Donc moi je vous conseillerais toujours de prendre plutôt sur Audiolib lorsque un titre fait vraiment beaucoup d'heures. Revenons-en à ce petit coco. J'avais vu le film il y a presque 11 ans parce que c'est le premier film que j'ai vu avec mon chéri au cinéma. Et franchement, je regardais un très bon souvenir de ce film. C'était quand même assez nébuleux mais je sais que je l'avais apprécié. Et du coup, j'ai eu très envie de découvrir le roman. Le roman est extrêmement différent de l'adaptation cinématographique. C'est-à-dire que l'adaptation respecte ce qu'il y a dans le roman, mais c'est tellement dérisoire par rapport à ce qu'il y a dans le roman. Déjà, le point de vue n'est pas le même parce que ici, on suit du coup l'âme qui est rentrée dans le corps de Mel. On va faire les choses dans l'ordre parce que peut-être que vous connaissez pas, donc je vais vous parler de ce que c'est les âmes vagabondes. Considérez-vous que nous sommes sur Terre, mais à des années-lumière de notre époque. Il y a des extraterrestres qui sont arrivés, qui sont en fait des âmes. Ça ressemble à un gros rond lumineux, des petits filaments tout autour. Et en fait, ces âmes, lorsqu'elles sont dans notre corps, elles prennent possession de celui-ci, éteignant entièrement ou presque du coup notre conscience. L'âme que l'on suit, c'est l'âme vagabonde qui va donc être mise dans le corps de Melanie Strider, qui fait partie des rares humains à être encore en vie, ne pas être possédée par une âme. Et elle veut justement qu'une âme aille à l'intérieur d'elle, une âme féroce, comme l'âme vagabonde qui a déjà vécu 7 ou 8 vies différentes, pour justement creuser dans sa mémoire et essayer de retrouver où est le reste de l'humanité, ou en tout cas une partie de la rébellion. Sauf que la vagabonde va peiner pour trouver un petit peu les souvenirs de Mélanie. Mélanie est encore présente, elles sont donc deux dans le corps, elle n'a pas réussi à éteindre sa conscience et Mélanie lui met beaucoup de barrières. Petit à petit, l'une et l'autre vont avoir peur de leur contrôleur, c'est une jeune femme un peu tyrannique qui est là pour justement lui tirer les vers du nez, et c'est ainsi qu'elles vont nouer des liens d'amitié jusqu'à ce que l'âme ressente les mêmes émotions que Mélanie, c'est-à-dire qu'elle a des sentiments amoureux pour la personne qu'aimait Mélanie et également pour son petit frère. Elles vont donc se lancer le pari fou d'essayer de les retrouver avec le peu d'indices qu'elles ont. Ça c'est quand même une partie du roman, mais le reste principalement vraiment ça se déroule du coup au sein de la rébellion parce que comment accepter cette jeune femme qui n'est plus Mélanie? On le voit dans ses iris argentés, on sait qu'il y a une âme à l'intérieur de son corps, donc on voit son corps mais on sait que ce n'est pas elle. Mais en même temps, si l'âme lui dit que dans son corps Mélanie est toujours présente, on va lui dire mais en fait tu te fous de nous, on sait que tu dis ça juste pour pas qu'on te tue quoi. Donc ça va être très compliqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant et tellement bien mené que la narration se fasse du point de vue de l'âme. Alors oui, on entend aussi la voix de Mélanie parce que l'une et l'autre se parlent, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus pertinent que l'adaptation cinématographique. On dirait pas comme ça, mais c'est un livre qui se dévore. Personnellement, j'ai pas de moment particulier à vous dire où je me suis ennuyée, c'est rien passé, pas du tout. J'ai adoré redécouvrir du coup l'histoire, mais du point de vue de l'autrice qui a donc tout imaginé. C'est une très bonne dystopie. Peut-être que certains diront qu'elle a mal vieilli, moi je trouve pas. Là au bout de 11 ans et encore 11 ans c'est l'adaptation, donc je pense que le roman il a un petit peu plus honnêtement. Je suis un peu couillon hein, parce que ça doit être écrit dedans. 2008, donc ouais il commence à avoir un petit peu mine de rien. Vraiment carton plein pour moi, j'ai adoré les personnages secondaires, les intrigues secondaires, les émotions, les sentiments qui sont extrêmement bien dépeints. On comprend le cheminement de pensée de comment l'humanité change vis-à-vis des âmes et comment les âmes aussi peuvent changer vis-à-vis de certaines personnes de l'humanité, parce que tout n'est pas blanc ni noir et parce que notre chère vagabonde qui sera surnommée Gabi a vécu du coup 8 vies différentes
différente et ça en fait une personne très intéressante, une personne qui a des choses à raconter, qui a un vécu et vraiment j'ai pleuré plus d'une fois durant la lecture de ce titre, ça a été absolument génial. Celui-ci je vous en reparlerai au mois d'octobre je pense sur Instagram. Il s'agit de Mangaka, un titre publié aux éditions Casterman écrit par un auteur français qui se prénomme Thibaut Vermeaux. Peut-être que vous le connaissez mais plutôt avec Seijaketsi qui aurait pu vous faire penser qu'il s'agissait d'un manga. Absolument pas, c'est bel et bien un roman mais effectivement on va de prime abord découvrir une jeune femme, une jeune fille qui souhaite devenir mangaka. Il s'agit de Asuka, c'est son rêve de toujours et c'est pourquoi elle va s'inscrire à un concours. Ça fait des années qu'elle écrit avec sa meilleure amie sauf que en un été les choses ont changé du côté de celle-ci, elle n'a plus du tout envie d'écrire, de dessiner etc, ça ne lui plaît plus et Asuka se sent seule, trahie et elle sait pas du tout comment rebondir vis-à-vis de cela. Jusqu'au moment où il va y avoir plusieurs victimes qu'on va retrouver complètement exsangues sur le port d'Osaka et là forcément son imagination va frétir. Elle va également faire la rencontre de Cloud puisque c'est leur première année de lycée et il va l'inciter à enquêter petit à petit sur le dit vampire d'Osaka. Forcément en se rapprochant de ces choses assez mystérieuses, elle va en réveiller d'autres, de sombres secrets, des choses dont elle n'aurait pas forcément dû être au courant, tout comme le fait que pendant ses vacances elle ait trouvé un mystérieux Teiko. Un Teiko c'est un espèce de stylo à plumes sur lequel vous pouvez faire du coup des dessins et ce Teiko a un pouvoir bien particulier dont on a du mal justement à comprendre parce que là où on pêche un petit peu c'est est-ce que le stylo donne vie à ce qu'il y a autour d'elle ou est-ce qu'il retranscrit de manière très fidèle ce qui se passe. En tout cas ces dessins et ce fameux Teiko a un lien avec la réalité mais quel est ce lien ténu? Je comprends complètement que la première cover, et c'est pour ça que la maison d'édition l'a réimprimé comme ça, ait pu induire en erreur le lectorat parce qu'effectivement moi-même je pensais que c'était un manga et en fait pas du tout, enfin c'est vraiment un roman quoi, y a pas à dire. Bon je pense que vous m'auriez cru de toute façon mais je vous ai quand même montré. Mais en même temps le livre il aborde tellement de sujets qui sont pas forcément mis en avant dans le pitch et c'est dommage parce que c'est un roman qui était beaucoup plus riche que ce à quoi je pensais. Vous avez tout ce côté académie, école japonaise et c'est très particulier. Je trouve que l'auteur a réussi à avoir ce détachement que peuvent avoir justement les japonais vis-à-vis des sentiments et des émotions. Ils ont vraiment tendance à cacher tout ça, à être très prude vis-à-vis de cela et je trouve qu'il a très bien retranscrit ça l'auteur. Tout comme l'enquête autour du vampire d'Osaka, je m'attendais pas du tout à cette tournure très honnêtement. Ça fait vraiment penser aux films d'animation japonais qu'on peut voir où d'un coup il y a des trucs un peu what the fuck qui arrivent. Il y a de ça mais en même temps il y a beaucoup de dénonciation dans ce roman, surtout le côté environnemental mais ça c'est quelque chose qui arrive par la suite, on comprend pas forcément tout de suite que ça a un lien et je trouve que c'est très intéressant. La fin de l'histoire pour moi elle a une petite vibe Ghibli mais je pourrais pas vous en dire plus. Pour autant l'auteur il nous laisse vraiment l'appréciation et le soin parfois de comprendre les choses ou en tout cas de tisser des liens entre eux et ça peut plaire ou ne pas plaire. C'est à dire qu'il y a certains lecteurs qui ont besoin que tout soit écrit noir sur blanc pour être ok avec ce qui se passe, pour assimiler les infos et d'autres qui ne sont pas gênés par le fait qu'on donne des petites pistes mine de rien et que c'est à nous du coup de relier les choses et de faire notre propre interprétation. Moi ça ne me gêne pas, ça peut être le cas parfois mais là ça ne m'a pas du tout gêné dans ce récit et j'ai réussi à bien appréhender tout ça et au contraire j'ai discuté avec d'autres personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit bah justement moi c'est ce qui m'a complètement bloqué entre autres choses. Donc vraiment c'est pas un titre qui est pour tout le monde, ça c'est sûr et certain, mais j'ai beaucoup aimé personnellement et j'ai hâte de vous en reparler sous le format très atypique qui sera disponible sur Insta. J'en ai pas fait beaucoup mais c'est le format qui me demande le plus de boulot et qui s'il est bien fait, bien retranscrit et fidèle devrait du coup peut-être vous donner un petit peu envie de le découvrir. Avec la team Discord en tout cas pour ceux qui ont patienté parce que beaucoup l'ont acheté et l'ont dévoré derrière, chose que je comprends, on a pu terminer du coup la lecture de la saga Cruel Garçon Perdu avec le 4e tome de Nikki Synchro aux éditions Roncière. Et je vous mens pas, hein, vraiment ça a été une petite lecture commune, à chaque fois ça fait l'équivalent de 4-5 jours pas plus parce que c'est un roman de 250 pages et qu'est-ce que j'ai été triste de quitter l'univers mais en même temps l'autrice a publié cette année le début d'une saga spin-off et du coup j'ai l'espoir que les éditions Roncière le traduisent. Pour ceux qui ont commencé le récit etc ce serait un spin-off sur Crochet, sur le crocodile et sur Wendy Darling. Juste, je suis trop contente. En tout cas dans celui-ci, bien sûr, nous sommes toujours accompagnés de Winnie Darling, de Peter Pan, des jumeaux, mais également du ténébreux Vane. J'étais à deux doigts de vous donner une petite info sur les jumeaux qu'on n'apprend pas tout de suite et moi j'ai été super contente de l'apprendre dans ma lecture donc je ne préfère rien vous dire. Mais là c'est vraiment la bataille finale. Parce que à la fin du tome 3, il y a un truc qui se passe. Il y a quelqu'un qui revient et t'es là et tu te dis mais quoi? Mais what the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te dis mais on marche sur la tête quoi c'est. Et en fait je trouve que ça a été d'une grande utilité
l'idée c'était super intéressant et du coup ça a apporté quand même un petit peu plus de stress au lecteur. Bon, il y a toujours des petites scènes spicy, hein, parce que Winnie c'est une jeune femme qui a la sexualité complètement libérée et elle adore ça, d'autant plus quand elle s'amuse avec les 4 garçons perdus en même temps, voilà. Donc on apprécie ou non puisque c'est extrêmement explicite et ça reste une dark romance, donc de nombreux trigger warnings, soit public averti et surtout pas de public mineur pour ce genre de récit, s'il vous plaît. Mais je suis hyper satisfaite parce que je trouve que l'autrice a su bien conclure la saga, même si je suis triste qu'elle ait conclu, genre j'en veux encore, j'ai un peu d'espoir, vous l'avez compris, mais je trouve que ça a été rudement bien mené et j'aurais jamais pensé dire ça, mais c'est vraiment ma saga plaisir coupable celle-là, j'aurais jamais cru dire ça d'une dark romance, d'un harem inversé, donc c'est-à-dire qu'elle a des relations avec plusieurs hommes en même temps et c'est complètement ok dans l'univers, et franchement la boucle est bouclée et je suis trop contente d'avoir pu lire ça. Mais encore une fois c'est très difficile de vous le recommander parce que c'est quand même très particulier, pour autant il y en a pas mal dans la communauté qui ont tenté depuis que je vous ai parlé du premier tome et je reçois régulièrement des messages me disant ok, en fait Kimi je te remercie pas parce que clairement c'est devenu ma saga plaisir coupable et on est nombreux et nombreuses à penser ça. Pour les 2 titres suivants j'irai assez vite parce que vous avez un vlog dédié sur la chaîne, je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas visionné, c'était pendant mes vacances au Portugal. J'ai donc pu lire pour la maison d'édition Hugo collection Stardust la suite et fin du manoir de Lexage, soit Forest Fall, écrit par Lyndall Clipston. Vraiment pour cet automne c'est une ambiance qui est absolument parfaite, c'est quelque chose de gothique, de sombre, un certain petit goût pour l'onirisme des malédictions, le seigneur d'en dessous qui équivaut au personnage de la mort. Vraiment les 2 tomes sont très différents mais j'ai tellement apprécié la lecture des 2. Celui-ci encore une fois je pense que le mot onirisme lui sied encore davantage au premier tome parce qu'il y a tout ce lien avec la mort qui est encore plus utilisé, plus dépeint, plus présent et qui donne une dynamique très différente du tome 1. Et pour vous dire très simplement, on y suit Violetta et son petit frère qui possèdent une magie très sombre, extrêmement ténébreuse mais également puissante et dangereuse, et ils vont être un jour remarqués par un jeune homme prénommé Rohan, un seigneur, et il va donc les embarquer tous les deux parce qu'il a besoin de la magie de ce jeune garçon pour détruire la malédiction et la corruption qui ronge petit à petit le manoir, les terres et les habitants. Évidemment je vais m'arrêter là mais juste l'ambiance est dingue, la narration, l'écriture de l'autrice c'est magique, c'est juste magnifique, vraiment j'ai passé un excellent moment, c'est une de mes sagas chouchoutes dans le genre, et quand on m'a proposé une collab dessus j'étais là en mode mais j'ai tellement adoré le tome 1 avec grand plaisir, et du coup la personne dans la team Hugo m'a dit j'ai vu que t'avais adoré le tome 1, c'est justement pour ça que j'ai pensé à toi pour la suite, donc du coup j'étais là en mode c'est parfait. Tout comme dans ce même contrat je devais lire La Reine des Ombres de Tricia Levenseller aux éditions Hugo, toujours collection Stardust avec cette réédition collector. En effet c'est un titre qui s'est pas mal vendu mais surtout début octobre on a le spin-off de la saga qui est paru, c'est pourquoi le premier tome s'est refait une petite beauté. J'en avais entendu du bon et du moins bon, je savais pas du tout où me situer, personnellement j'avais même acheté le brochet parce que c'était un livre qui m'intéressait de base et j'ai pu l'écouter, j'ai donc fait ça sur Audiolib parce qu'il me semble que c'est une exclusivité à cette plateforme et ça peut ne pas plaire encore une fois parce que on est sur une protagoniste très particulière. Elle se prénomme Alessandra et c'est une jeune femme. Elle est pas imbuvable mais c'est pas du tout le genre de protagoniste dont on a l'habitude. Elle est très sûre d'elle, très confiante mais ça atteint un niveau quand même assez haut. Elle sait utiliser ses atouts, ses charmes, elle sait justement comment attirer le regard des hommes et tout. Ça peut être énervant ce genre de personne qui a une confiance extrême en soi mais en même temps j'ai réussi à l'apprécier petit à petit parce qu'on comprend pourquoi elle est devenue ainsi, pourquoi elle a pris ce chemin vis-à-vis de son père et de sa sœur, parce que je pense que de base si sa famille n'avait pas eu un tel comportement vis-à-vis d'elle, elle n'aurait jamais eu elle-même ce type de comportement. En tout cas son but c'est de s'élever dans la société, c'est pourquoi elle va vouloir séduire le roi des ombres, se marier avec et après le tuer pour pouvoir récupérer le pouvoir. Encore une fois ici c'est même si un spin-off mais grosso modo c'est un one shot de fantasy donc ne vous attendez pas à ce que l'univers soit le plus développé, que tout soit utilisé etc. On se concentre vraiment sur la relation et sur ce qui se déroule au sein du château mais c'est tout. On est presque dans un huis clos parce qu'ils sortent de temps en temps mais voilà c'est pour vous dire un petit peu comment se déroule la narration de ce récit et je vous avoue que j'ai vraiment bien apprécié parce qu'en plus c'est un petit jeu d'enquête, c'est-à-dire que la famille du roi est mort, c'est pourquoi c'est un roi qui est extrêmement jeune et qui est au pouvoir depuis peu et c'est pour ça qu'il a une certaine pression de la part du conseil qui doit régner à sa place tant qu'il n'a pas l'âge révolu et il l'oblige un petit peu, il le force à trouver une épouse. Mais lui en fait il en a rien à casquer, ce fameux roi qui est très manipulateur, il veut simplement trouver qui a tué ses parents et son frère il y a déjà peut-être 2 ans et donc du coup vous avez tout ce qui est complot, intrigue politique de cour mais le côté séduction et enquête en même temps. Je trouve que le mélange est vraiment parfait, en tout cas moi ça m'a convenu ainsi et c'est également vraiment propice à cette saison automnale. Les 2 personnages sont très différents mais les 2 sont assez fourbes et j'ai apprécié justement que
le roi des ombres soit vraiment le roi des ombres et pas une espèce de nounours qui serait bien caché devant une face plutôt très froide et fermée. Non, vraiment, moi j'ai su l'apprécier et j'avais fait un petit sondage pour savoir un petit peu si le personnage d'Alessandra vraiment elle a été détestable pour vous jusqu'au bout ou si finalement ça va. Et aussi plus de la moitié à dire au final ça va. Voilà, au début c'est un peu déroutant mais ça va. J'avais été invitée il y a un petit moment déjà à un événement avec la maison d'édition Calix et j'avais pu récupérer cette édition collector. Il s'agit de The Royal Coven de Juno Dawson et je l'ai découvert en audio via la plateforme Audiolib encore une fois du coup pendant mes vacances et je l'ai terminé en revenant. Regardez-moi comme c'est trop beau. Alors là on est sur des sorcières mais comme vous avez jamais vu il y a énormément de représentations et c'est très bien fait. Ce qu'il faut savoir c'est que l'autrice, et elle ne s'en cache absolument pas, c'est une personne trans et je pense qu'elle a utilisé soit des choses qu'elle a connues, soit des choses qu'ont pu vivre leurs amis etc pour dénoncer un petit peu justement la transophobie mais également l'homophobie parce que vous avez plusieurs types de représentations dans ce récit. Vous avez du coup du racisme envers le genre, la couleur de peau mais également du coup la sexualité. On débute avec 5 amies sorcières toutes jeunes qui vont donc passer l'épreuve, la cérémonie pour devenir des sorcières accomplies et on va suivre du coup leur destin et leur vie bien des années après une fois qu'elles sont adultes. Vous en avez une qui a le pouvoir suprême, qui est donc au contrôle de presque tout, qui est mère de famille, qui a du coup une jeune fille qui va apprendre également à manipuler ses pouvoirs et dont le mari a été tué durant une précédente guerre. Une guerre qui, comme arrive très souvent dans ce genre d'univers, c'est ceux qui veulent rester cachés, qui veulent vivre en secret et les autres qui veulent du coup terrasser l'humanité parce qu'ils en ont le pouvoir donc autant le faire. À côté il y a une autre jeune femme qui elle est également mère de famille, elle vit avec un être humain qui ne sait absolument pas qu'elle est sorcière, elle veut vraiment garder tout ça secret, elle ne veut même pas utiliser ses pouvoirs cette femme. Vous en avez une autre qui est vétérinaire, qui a des pouvoirs de dingue, elle est extrêmement forte mais elle a quitté le dit Coven pour un petit peu faire son bout de chemin tout en continuant d'essayer de s'en sortir parce que elle ne supporte pas du coup d'avoir également perdu son conjoint. Une autre jeune femme a quitté le Coven parce que le Coven ne respectait pas ses valeurs, ne respectait pas non plus sa sexualité et elle a créé son propre Coven. On y retrouve justement des personnes trans, des personnes gays, des personnes de couleur, enfin elle a vraiment créé le Coven ouvert à tous. Et il y en a peut-être une dernière mais je sais plus ce qu'elle a de particulier. En tout cas tout va être chamboulé quand il va y avoir des prophéties et l'une d'elles annonce que l'une des créatures les plus puissantes au monde va s'abattre sur Terre et clairement c'est une créature diabolique. Et on va mettre en cause un jeune garçon puisque il y a des sorciers dans cet univers mais ils ont vraiment très peu de pouvoir ou en tout cas ils peuvent maîtriser qu'un seul élément et là on a un sorcier qui maîtrise tous les éléments et du coup ça leur fait extrêmement peur. La jeune femme qui est vétérinaire va le protéger, va prendre soin de lui et l'emmener chez elle et petit à petit on va découvrir qu'il n'est pas simplement un garçon comme on l'entend. Je pourrais pas vous en dire plus parce qu'après c'est question de bataille, de point de vue, de ce qu'on est capable d'accepter, de tolérer, que les personnes peuvent être différentes, est-ce que pour autant on doit les accepter ou non, vous avez tout ce questionnement et j'ai trouvé que c'était tellement bien mené, c'était intéressant, c'est vraiment une plume mature, les choses sont dénoncées aussi, vraiment j'ai trouvé ce roman sur les sorcières absolument incroyable, détonnant. J'ai tendance à être le genre de personne qui a du mal à accrocher au récit quand on met trop de choses comme ça parce que j'ai l'impression que ça fait une espèce de liste et il faut que je parle de ça, de ça, de ça, de ça pour que tout le monde se sente représenté. Je comprends le fonctionnement et je comprends le cheminement de pensée mais c'est vrai que moi mon sentiment dessus c'est que j'ai l'impression que c'est mal, souvent c'est mal fait, c'est vraiment on sent qu'ils sont là pour être là, pour respecter certains codes et c'est tout. Alors que là c'est vraiment des personnages ancrés dans l'histoire, ils ont vraiment un background, on explique tout ça et tout et c'est censé et c'est logique dans le récit et ça je dis oui, ça fait plaisir, c'est bien mené. J'espère vraiment d'avoir froid à ces personnes en vous expliquant cela, je n'ai rien du tout contre les personnes qui ont un genre, une sexualité, une couleur de peau, une religion ou autre différente de la mienne, pas du tout. Mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu lourd dans un récit quand on a l'impression justement que ça a été ajouté pour faire plaisir, pour avoir cette représentation, mais que ça n'est pas utilisé, que ça n'est pas correctement mis dans l'histoire. Et là, l'autrice, elle a fait ça vraiment d'une manière royale, ce qui d'ailleurs fait un petit lien avec le titre du récit. Mais vraiment, je vous le recommande, ce petit bébé, l'audio, il est top également. Je dirais il faut un petit temps pour s'adapter quand même parce que vous avez 5 jeunes femmes à suivre et il faut réussir au bout d'un moment à situer qui est qui, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tout ça. Je vous avoue que je surveille les yeux grands ouverts à la suite de la parution parce que ça m'a beaucoup plu. Et pour terminer, dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Bookmark, j'ai découvert ce récit. Il s'agit du premier tome de la saga Les épreuves de la reine démoniaque du duo d'auteurs Sen Crawford. J'ai lu du coup pendant mes vacances et franchement j'ai passé un moment de lecture trop chouette. Comme avec ce duo d'auteurs que vous connaissez peut-être pour leur saga publiée aux éditions Corrigan, on est sur des chapitres courts,
incisif. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a vraiment peu de blanc, on va droit au but. Et c'est vrai que ça peut ne pas convenir à tout le monde, c'est pour ça que je préfère vous en informer. Mais ça faisait longtemps en plus que j'avais pas lu de la bitlit comme ça et c'était trop plaisant. Puisque la jeune femme dans cette histoire va se retrouver kidnappée par le seigneur du chaos qui est un démon sexy à en mourir, c'est comme ça qu'elle le dépeint. Et lui il est persuadé que c'est une jeune femme qu'il a connue il y a très longtemps, que c'est une succube, il va vouloir faire cracher le morceau. Et en fait il va comprendre et il va commencer à l'écouter et qu'elle est humaine. Et donc du coup bah ça n'est pas forcément dans les projets qu'il avait de base hein. Et il décide de faire un marché. Elle va pouvoir rester dans cette ville démoniaque où oui il y a des êtres humains mais c'est très dur d'avoir un laissez-passer pour pouvoir en secret enquêter sur le meurtre de sa maman. En échange de quoi elle devra se faire passer pour la jeune femme que lui il a pris de base, une démone succube millénaire extrêmement puissante et compagnie. Donc il faut qu'elle arrive à se faire passer pour une succube auprès du roi, etc. C'est déjà de toute façon le fait qu'on soit sur une succube, vous devez savoir que c'est les démons qui se nourrissent un petit peu de votre vitalité et de votre âme durant des rapports sexuels. Donc déjà ça met un petit peu les bases. Après je m'attendais à ce que ce soit même plus spicy, plus explicite. Honnêtement il n'y a pas eu plus que ça de scènes décrites. Oui il y a eu beaucoup de je te cherche, je te titille, etc. Absolument. Mais des scènes décrites de long en large et en travers, non, vraiment. Après comme font souvent les auteurs, il est tout court quoi, donc ça va super vite. Il y avait certaines révélations que j'ai vu venir mais d'autres pas du tout, et du coup la fin du tome t'es là en mode ou la suite, parce que ça va vite et malgré tout on a envie d'enchaîner quoi, mais on peut pas enchaîner tout de suite. J'ai beaucoup aimé justement le fait que la jeune femme arrive facilement à se prendre à ce jeu de succube parce qu'elle a une vie qui est de base misérable et le démon il le sait, il appuie dessus. D'ailleurs l'identité véritable du démon était très intéressante hein, quand je l'ai appris, j'étais genre en mode ah d'accord on en est là, intéressant. Toute l'histoire également des démons succubes et incubes, j'ai trouvé que c'était trop intéressant de découvrir ça. Quand on nous retranscrit ce qui s'est passé, on nous montre les lieux après la guerre, etc. Enfin il y avait plein de choses que je trouve très positives. Moi de toute façon Sam Crawford c'est un duo que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est ce genre de lecture qui va vite. On s'attache au personnage, ça c'est pas le souci, mais ça reste de la bitlit, donc je pense que vous connaissez un petit peu les codes du genre et j'espère un petit peu avoir su vous aiguiller si sur oui ou non ça peut vous correspondre, parce que bah moi j'avoue que bah, j'ai hâte de lire la suite quoi. Et bien voilà les Kimichou, vous savez donc tout de mes lectures du mois de septembre. Elles auront été du coup un petit peu moins fournies que les mois précédents, mais pour autant je n'ai eu que de très bonnes lectures, certaines des excellentes qui ont frôlé le coup de cœur, mais dans la globalité ce sont toutes de très bonnes lectures, donc vous pouvez toutes aller les lire si le cœur vous en dit. Moi personnellement je vous les recommande. Après j'ai essayé de vous préciser quand il y avait des choses un petit peu particulières, des choses qui peuvent déranger d'autres types de lecteurs, j'essaye toujours de le mentionner parce que chaque lecteur est différent et le but c'est pas juste de vous faire acheter un livre, vraiment c'est pas moi mon but, c'est plutôt de réussir à vous diriger vers quelque chose qui peut vous plaire et vous retrouverez des choses qui sont importantes pour vous en tant que lecteur, et j'espère réussir à faire cela au travers du coup des différents contenus que je vous propose. Je vous souhaite du coup de passer une excellente journée, de prendre soin de vous et de faire de belles lectures. On se retrouve du coup très bientôt sur la chaîne. Bye!